Mon invité de la semaine a eu plusieurs vies. Superstar du roman avec le zèbre, Fanfan ou l'île des Gauchers, mémoire d'une famille dysfonctionnelle avec le Zubial, des gens très bien, le roman des Jardins ou Frères, et fabulateur avoué mais repentant avec le roman vrai. En dehors des livres, il milite à la tête du mouvement populaire Les Gueux et passe proche de se lancer au présidentiel de 2017. Ah, puis il se transforme parallèlement en amoureux transi après un coup de foudre d'abord épistolaire avec une Ontarienne. Le revoilà en grande forme avec son dernier roman où il a l'audace de remonter à la source de l'amour. Bienvenue, Alexandre Jardin. C'est chargé comme intro, mais vous n'êtes pas facile à ramasser en une phrase. J'ai essayé, mais vous avez un gros CV. Je m'occupe de la société autant que de mes livres ou de mes films. Vous débordez. On ne peut plus maintenant vous associer à la littérature. Maintenant, je pense que vous portez plusieurs chapeaux. Parce que la société française est en train de déraper comme pas mal de sociétés. Ouais. Et on est tellement à la fin des systèmes que c'est pas possible de ne pas s'occuper des gens tout bêtement. Non, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Là, vous faites une petite pause de tout ça en visitant le Québec pour une tournée médiatique. Vous êtes en terrain connu aussi. C'est pas, vous connaissez bien le Québec. Je connais cette société réussie. Ah oui, vous trouvez? Oui. OK. Oui. Ça, c'est intéressant d'avoir quelqu'un de l'extérieur Oui. qui trouve qu'on fait bien les choses parce qu'on est toujours plus critique Forcément. de l'intérieur. Forcément. Oui. Mais c'est vraiment une société réussie. La possibilité d'être soi est réelle. Qu'est-ce qu'on fait de bien? Ça. Ça? Mais c'est colossal. Hein? Oui. Il y a très peu d'endroits sur Terre où on a la possibilité d'être soi. Pourtant, il y a quand même un bon pan de la population ici qui pense qu'on n'est pas encore soi, que le projet souverainiste va être l'accomplissement de vraiment cette... Ben, je suis très lévéquien, moi. Donc, Ah oui? c'est quand même l'homme qui m'a éveillé à ce qu'il y a de plus puissant dans la politique, c'est-à-dire le fait de donner confiance en soi. Oui. OK. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus qu'un politique. Donc, vous vous intéressez à nous depuis l'évêque, depuis tout ce temps-là. Donc, Oui. Okay. Il fait partie de la réussite culturelle. Oui. Et moi, je ne l'ai jamais regardé comme un homme politique. Je l'ai regardé comme un homme qui était même pas conscient de sa réussite. Mm-hmm. Faire une nation, aider une culture à avoir confiance en elle-même, beaucoup plus important que de gagner des référendums. Ouais. C'est plus ambitieux. Ça fait quand même, vous avez eu, votre carrière a décollé dans la vingtaine. Vous venez au Québec, j'imagine, depuis à peu près ce temps-là. Oui. Vous avez vu le Québec évoluer à travers les époques, je dirais. Qu'est-ce que vous trouvez qui a bougé? Justement, cette confiance en soi. Pris? Oui, vraiment. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Quand on parle avec des adolescents ici, ils ont beaucoup plus confiance en eux que les nôtres. Et ça, pour moi, c'est le baromètre important, quoi. Quand un gars ou une fille de 15-16 ans sait se tenir, sait affirmer son identité, waouh, ça veut dire que la société marche bien. Ouais. Il y a eu aussi un moment où nos artistes locaux s'en allaient rayonner chez vous en France. Mais bienvenue. Et ils peuvent venir frapper à ma porte, je les aiderai. Est-ce qu'il y avait une saturation à un moment donné en France de ça suffit les Non, Québécois? il n'y a pas de ça suffit. Votre vitalité, on en a besoin. OK. Votre poésie, on en a besoin. J'ai jamais compris pourquoi un type comme Richard Desjardins n'est pas une énorme star en France. Je parle des super forts, des super doués, des inventeurs de mots, des vrais inventeurs. Un grand artiste. Ouais. Il faudrait le sous-titrer, j'imagine, peut-être, pour la France. Ouais, mais c'est bouleversant, quoi. Ouais. Pour les gens de mon âge, vous êtes une superstar. Je crois même que vous étiez une lecture obligatoire au secondaire ou au cégep. Est-ce que vous le sentez encore quand vous promenez dans les rues et les gens vous faites encore apostropher? Oui, mais ici, c'est pas comme en France. En France, ma vie de romancier est en train de déborder. Donc, c'est très fort le rapport avec la rue en ce moment. Dans les cafés, dans les bars, dans le métro. Ouais. Tout le monde vient dire merci ou m'engueuler. Il y a quelque chose de très beau qui est en train de se passer avec le peuple. Et ici, c'est beaucoup plus doux. Ouais.
autour du mouvement. C'est sûr que c'est des enjeux qui touchent la Ben, France. un mélange, parce que juste avant de venir, il y a... en ce moment, c'est à la fois lié au mouvement des gueux dans la rue, Ouais. et puis à mon dernier roman. Et il y avait une femme qui est venue vers moi et qui m'a dit « Je suis en train de le finir. La femme qui inventait l'amour, je suis en train de finir ça. Et c'est en train de réinitialiser mon cœur. » C'est beau. C'est énorme, Ah oui. quelqu'un qui vous dit ça dans un... vous êtes en train de boire un thé, et tout à coup, quelqu'un vient vous dire un truc aussi énorme. Et on a parlé de cette réinitialisation de son cœur, de toutes ses croyances. Et tout à coup, elle avait l'impression qu'elle était passée... Ça semble incroyable, hein, mais à côté de la grandeur de l'amour. Vous prenez le temps quand les gens vous parlent avec vous oui. comme ça? Imaginez, quelqu'un vient vous dire un truc aussi énorme. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. À moi, je serais sur le cul, mais je Oui. veux dire, vous depuis le ZEB, vous avez dû en avoir des... Il y a un risque d'être blasé à un moment donné, vous avez dû avoir les histoires d'amour de littéralement tout le monde. Oui, mais là, elle me parlait de beaucoup plus. C'est-à-dire qu'elle comprenait qu'elle avait demandé trop peu à l'amour. Et quand elle parlait de réinitialisation, que ça n'avait jamais été dans sa vie une force révolutionnaire, une force de changement colossal. Elle avait bêtement cru que c'était un sentiment. Je travaille avec des gens quand même plus jeunes que moi qui, quand je leur disais que je vous recevais, ne savaient pas trop vous étiez qui. Alors que moi j'étais jeune, vous étiez la star des jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous affecte de voir que votre lectorat vieillit avec vous, finalement? Ça dépend des romans. Ça dépend... quand vous publiez un livre comme Des gens très bien, tout à coup, il y a complètement un autre monde qui arrive. Sur un grand-père collabo avec le nazisme. Ouais. Tout à coup, vous avez une autre planète. Quand vous faites le mouvement des gueux, vous êtes populaire massivement, par exemple, auprès des bikers en France. Ouais. Parce que les motos ont été exclues des villes. Donc, on a fait des manifs avec des milliers de motards. Et il y avait une majorité de jeunes qui étaient là. Donc, selon ce que je fais, je me retrouve avec des générations complètement différentes. Et puis en même temps, j'ai monté un truc qui marche ici, qui est une association qui s'appelle Lire et faire lire, où j'embarque les retraités pour qu'ils transmettent le plaisir de la lecture aux jeunes, aux enfants des écoles maternelles et primaires. Ouais. Ça marche au Québec. Depuis combien de temps que vous... Je fais ça depuis 25 ans. Quand même, OK. En France, on a près de 800 000 enfants aujourd'hui. C'est gros, là. Et près de 20 000 bénévoles en France. Au Québec, ça grandit. Et parce que je veux faire des nations de lecteurs. Ouais. Est-ce que vous êtes pessimiste par rapport à ça avec le... Non, on va gagner. On va gagner avec les vieux. On va mettre nos retraités partout, dans nos écoles. Et ils sont heureux de le faire. Ouais. Et ils éveillent les enfants. Les enfants en ont besoin. Les parents n'ont pas le temps. Ils sont crevés le soir. Qui prend tous les soirs le temps de lire une histoire ? Donc, à un moment, hop, on doit faire une alliance entre générations. Donc, quand vous vous engagez dans un combat comme ça, ben, vous avez affaire au monde des retraités, vous avez, puis au monde des écoles, des enfants. Mais les jeunes ont tellement d'alternatives à la lecture, ça vous inquiète pas de savoir qu'avant, prendre le temps de lire avant de se coucher, c'était la seule chose qu'on pouvait faire, mais maintenant, il y a... On va planter la graine chez les petits dans les écoles. Ouais. C'est le boulot des vieux. Allez sur le site Lire et faire lire Québec. Débarquez avec votre mère ou votre grand-mère. Avant de parler un peu de votre militantisme, si je peux dire, on va reparler de votre petit dernier. Avec la femme qui inventa l'amour, vous nous transportez sur les sommets de l'Himalaya au 13e siècle avant notre ère, dans un royaume où toute émotion est bannie au nom de la loi et l'ordre. Ça raconte quoi, au juste? Ça raconte quelque chose dont on n'est pas conscient. On croit tous que l'amour existe comme l'eau, le feu, comme la neige, comme... Que c'est apparu. Oui. Ouais. Et en fait, c'est une invention culturelle. Toutes les sociétés, toutes les cultures ne rêvent pas la vie à travers l'amour. Et ce qui m'a passionné, c'était la première irruption, le roman raconte ça, la première fois que dans l'histoire de l'humanité, le concept apparaît, le mot apparaît. Puisque la première fois qu'on a écrit amour, c'était en chinois. Et le kanji, l'idéogramme chinois, existe toujours. Ouais. Mais il vient de la haute antiquité. Et j'ai voulu raconter l'histoire de la femme qui a inventé l'amour.
et qui donc l'a conceptualisé, l'a trouvé en elle, et a compris que c'était la plus grande force de changement personnel et politique. Et elle provoque une épidémie d'amour en Chine, le long du fleuve Jaune, qui va saper les fondements de l'autorité de l'empereur, parce que quand une femme ou un homme dit « je t'aime », il dit « je t'aime ». Donc j'existe, mon moi émerge. Je ne suis pas que membre d'une dynastie, d'une famille, et l'empereur de Chine, à l'époque où cet amour apparaît, comprend que s'il bloque pas ça, c'est la fin. Ouais. C'est la fin, parce que s'il bloque pas l'irruption du moi profond, du moi révolutionnaire, du moi vécu comme une immense désobéissance. Mm-hmm. Et l'amour, c'est la plus grande des désobéissances. C'est ça. Donc, tout son royaume repose sur le fait qu'il n'y en a pas. Sur le fait qu'il n'y en a pas. Ouais. Et le roman démarre dans le monde avant l'amour, qui n'est pas éveillé. Et elle va les appeler les réveillés. Ouais. Les gens qui accèdent à cette puissance intérieure, qui est la plus grande des puissances. Quand on est dans cette dimension, on a accès à sa poésie. On ne vit plus dans une société de la peur. La société peut déconner autour. On n'est plus possédé, on n'est plus limité par sa peur. Et en publiant ce livre, je savais que je le faisais dans notre société. Et qui en ce moment, dès qu'on allume une télé, on écoute sur la toile n'importe quoi, il est question que de peur, que de gens qui cherchent à terroriser les autres. Oui. Votre timing est bon quand même. Mais c'est la femme qui invente l'amour, c'est un brûlot contre la civilisation de la peur. Et c'est ça qu'elle réussit, Xi. C'est le récit d'une révolution. Ouais. C'est un passage, justement, lorsqu'on découvre, c'est la première fois qu'on met un peu un mot sur une émotion. Le personnage dit « Comment se nomme votre sentiment ?» demande Xiao Xiao. Cette fin de la peur. Je ne sais pas. Cheng est partout dans mes pensées. Une illumination qui change ma nature. Est-ce un sentiment réservé à quelques-uns, au prince? Non. Ce qui brûle en moi réside en chacun et est différent chez chacun. Cette beauté est liée à la nature de chacun. Tous, nous pouvons devenir des réveillés. Alors, comme vous dites, le terme « réveillé », c'est ceux qui s'ouvrent à cette émotion-là. Vous semblez vous-même réveillé, Alexandre Jardin. Vous êtes woke, finalement. De ce réveil-là, oui. Ce véritable réveil, et qui... C'est une délivrance d'aimer. D'un coup, vous n'êtes plus en train de compter, vous n'êtes plus en train de vous dire que vous n'êtes plus dans la peur. On le voit avec votre personnage aussi. Et c'est ce qu'elle découvre à son très grand étonnement. Quand elle comprend que... On parlait de René Lévesque. Mm-hmm. Pourquoi il était aussi extraordinaire? Parce qu'il était amoureux du Québec. Tout ce qu'il a fait, c'était un acte d'amour. Pourquoi Charles de Gaulle, en France, change la France? Il est radicalement fou amoureux de la France. C'est un lien amoureux, c'est pas un lien raisonnable. Mm-hmm. Le 18 juin 1940, quand il fout le camp à Londres, et il dit non au nazisme, ils sont trois. C'est pas raisonnable. Mm. C'est un acte d'amour pur. Et c'est ça qui bouleverse l'histoire. Et si on a un Québec aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu des René Lévesque fous amoureux. D'ailleurs, on voit bien que les termes qu'il emploie, quand il dit, on nous dit qu'on serait une petite nation, mais on serait peut-être quelque chose comme un grand peuple. Mm-hmm. Il parle à sa belle. Je veux dire, et il la voit grande. Mm-hmm. On le sent aussi, c'est ça. Oui, on le sent. C'est contagieux. Oui, c'est contagieux. Et dans le roman, l'amour est un phénomène contagieux. Mm. Parce qu'ils s'aperçoivent que les réveillés sont vivants. Ils n'ont surtout pas peur. Oui, ils n'ont pas peur. Lorsqu'on voit le personnage de Cheng, justement, qui n'a plus peur. Pas terrorisé. Et même l'empereur qui change un peu sa façon qui réalise quand il voit que Xi n'a pas peur du tout, c'est là que lui, ça lui fait peur. Ah oui, parce que c'est une scène très, très centrale dans le roman, mm-hmm. où il l'a fait capturer parce qu'il veut la voir en face. Ouais. Il veut voir qu'est-ce que c'est qu'une femme qui aime.
Il n'en a jamais vu. Et il l'a fait venir, et toute la cour de la cité interdite est face contre terre, et elle est debout. Mm. Et elle lui explique très doucement que la plus petite chinoise au fond d'une rizière, si elle aime, elle est aussi puissante que lui. Oui, j'ai aimé aussi le passage où il s'autorise lui-même de l'expérimenter et Ouais. il se Il fait panique. peur à lui-même, il panique. Il panique. Oui, mais c'est bon parce que... Il perd le contrôle il perd le pouvoir. Oui, et là, plutôt que d'embrasser ça, ben, il décide on va pas vendre les punchs, mais il décide de... Parce que l'amour, c'est un endroit où l'on entre désarmé. Mm. C'est un combat qu'on va livrer désarmé. Et plus on est désarmé, plus on gagne. Nous, les journalistes, on aime savoir s'il y a une partie de vrai dans tout ça. Est-ce qu'il y a une réelle teneur historique dans votre récit ou ça sort complètement de... Alors, je me suis posé cette question au départ, la première fois qu'on m'en parle. Ouais. Logiquement, quelqu'un me parle de ce personnage et je dis c'est vrai ou c'est un mythe. Mm. Et l'historien, qui est un historien chinois, me dit que c'est typique d'une réflexion occidentale d'aujourd'hui. De vouloir savoir? Non, de distinguer un phénomène historique d'un phénomène mythique. Mhm. Parce qu'en fait, pendant l'Antiquité, personne ne se pose cette question. Un personnage n'existe que parce qu'il signifie quelque chose. Non pas parce qu'il mangeait des œufs à la coque. Et quasiment tout... donc il y a une forme d'incertitude sur tous les personnages de l'Antiquité. Alors après, on essaie de faire des recoupements, Ouais. mais on voit bien qu'en fait, on entre avec notre schéma mental dans des temps humains qui n'ont pas fonctionné du tout comme nous. Personne se posait la question de savoir si Bouddha mangeait des œufs à la coque. C'est pas ça l'objet. Exi, elle représente quelque chose de beaucoup plus grand Ouais. que le cas personnel de Madame Xi. Ce qui vous donne quand même un gros terrain de jeu. À Oui, partir beaucoup. de pas grand-chose. Et puis en plus, elle est contemporaine de Ramsès II. À cette époque-là, on ne sait pas très bien ce qu'il bouffait. On ne sait pas très bien comment on s'habillait. Non, c'est ça. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'à peu près à la même époque, en Égypte, il n'y a pas sur les pyramides le mot amour. Il n'y a pas d'hiéroglyphe. Chez les Sumériens, avant, il n'y a pas le mot amour. Et dans toutes ces civilisations de Mésopotamie, il n'y a pas le mot amour. Donc, c'est une invention, c'est une manière de relier les humains qui est très particulière. D'abord, ça parie sur le moi, Ouais. et la dilatation du moi profond, Ouais. qui s'offre, et qui accède à sa puissance. La plupart des sociétés n'ont jamais voulu de ça. Que l'humain joue pas à ça, quoi. Ouais, ouais. La prémisse est plausible, en fait. Oui. Et donc, vous pouvez comme broder autour de ça. Oui. Le Parisien l'a recommandé. Plusieurs médias et lecteurs ont salué l'audace de cette fable lumineuse, saluant un retour au style très jardinesque que j'ai vu, lyrique et sentimental. Donc, est-ce que vous sentez ça? Est-ce que c'est les échos que vous avez de cette réception-là jusqu'ici? Surtout, ce qui me touche, c'est que c'est un livre qui est lu pas que comme une histoire d'amour. C'est-à-dire, hier, il y a une femme qui est venue me dire « Non, mais en fait, c'est ça, l'amour. C'est-à-dire que c'est un changement de structure globale de vie. Ouais. C'est pas un changement de degré dans l'émotion, c'est un changement de nature profond qui possède quelqu'un. » En même temps, c'est pas un livre de croissance personnelle non plus. Je trouvais que ça flirtait un peu avec le conte philosophique, un peu emprunté à Saint-Exupéry ou même Paulo Coelho. Des petites perles comme rien n'est plus véloce qu'une idée dont le temps est venu. Tu sais, ça, j'ai aimé que ça a été ponctué. Par contre, j'ai pas compris le trip avec les oiseaux jardiniers. Il y en a. Les oiseaux jardiniers, si vous allez vous renseigner, Ouais. ce sont ceux qui ont un des rituels amoureux les plus visibles. Avec c'est eux qui décorent. Oui. Ah, ok, ouais. C'est ça. Ok. C'est pour faire venir sa femelle, le mâle construit des nids qui sont des maisons sublissimes. Ouais. Et la femelle vient, si ça lui plaît pas, elle repart. Jusqu'à ce que toute la poésie soit là.
Et ce sont les nids les plus poétiques au monde. Ouais. Et Xi comprend l'amour, l'existence de l'amour, d'abord par le règne animal. Elle observe par sa Oui, fenêtre, puis oui, ouais, c'est oui. ça. Elle comprend que ça existe, Ouais. et en fait, elle comprend ce qui lui arrive en regardant les oiseaux. Sans mettre le mot sur ce qui se passe. Puisqu'elle n'a pas le mot. Elle n'a pas le mot, c'est ça. Elle ne l'a pas encore tracé. Mhm. Avec le Kenji. Oui, avec le kanji qui est quand même le kanji le plus puissant dans l'histoire de l'humanité. Ouais. C'est incroyable que quelqu'un le crée. Ouais. Quand j'étais gamin, je me souviens, un jour je découvre un truc tout bête, que la perspective est une création. Pendant le Moyen-Âge, où les Égyptiens, on dessine à plat. Ça arrive très tard, la perspective. Alors que nous, quand on regarde, là je regarde ce canapé, je regarde cette jambe, je vois les lignes de perspective. Les humains ne les voyaient pas, parce que le concept n'existait pas. Et l'amour, c'est pareil. C'est une immense perspective qui apparaît, qu'on voit, quand on sait que le concept existe. Sinon, on regarde une femme et on n'a pas cette perspective, on n'a pas ce souffle. C'est exactement comme le dessin. C'est pour ça que notre capacité à inventer des concepts libérateurs, c'est peut-être ce qu'il y a de plus extraordinaire chez nous. C'est quand même... On est une machinerie à invention fondamentale. Sentez-vous qu'il en reste des concepts à étiqueter? Forcément. Forcément. Et que Alexandre Jardin, dans 2000 ans, va raconter peut-être l'histoire des concepts qu'on va identifier maintenant? Mais forcément. Ouais. Le réel humain n'existe pas. Il existe à travers des concepts qui lui permettent d'accéder à ce qu'il voit. Sinon, il ne le voit pas. Et il n'imagine même pas qu'il peut le voir. Et c'est pour ça que Xi est un personnage romanesque totalement génial. Parce que elle formalise ce que les autres ne savent pas voir. Et en regardant l'oiseau et en comprenant ce qui se passe à l'intérieur d'elle, elle voit qu'il y a une source de puissance qu'elle va nommer. Avec une dimension tragique de elle est condamnée à mort, dans le fond, quand au début. s'ouvre le récit. Alexandre Jardin, vous avez réglé vos comptes avec votre famille, remis des pendules à l'heure, avec des mensonges qui, de votre propre aveu, ont teinté votre œuvre et dupé le lectorat. Pourquoi c'était important de revenir à l'amour, justement? Vous avez eu une bonne séquence de livres très... En fait, j'ai une famille si compliquée, comme beaucoup de monde, qui fait que l'accès au réel a été très compliqué pour moi. Ouais. Il a été long. C'était une catharsis, là. Vous avez eu besoin de... Ouais. Et donc, j'écrivais des réalités dans mes romans qui corrigeaient, et qui me rendaient le réel supportable. Ouais. C'est pour ça que ce roman, il n'est pas du tout comme les autres. Parce qu'il ne procède pas du tout comme ça. Vous revenez, ça doit vous faire du bien de revenir à ça. Oui. Pourquoi c'était... Moi, j'avais pas compris pourquoi c'était important, le coup d'éclat pour dire que vous avez tout inventé. Votre ancien éditeur même parlait d'un suicide professionnel. Pourtant, selon moi, la littérature n'a pas besoin de se justifier. Même en autofiction, vous pouvez. Je suis d'accord. Mais vous l'avez fait. Parce que je sentais un tel décalage entre ce que j'écrivais et pendant des années, les gens venaient vers moi, ils pensaient que j'étais un habitant de l'île des Gauchers ou que j'étais le cousin du zèbre. Vous étiez un peu peinturé dans le coin. Oui. Ouais. Et alors que ma vie, elle était sans grand intérêt. La vie réelle. Oui. Ben, n'est-ce pas le lot de tout le monde? Je veux dire, ben, nos vies sont plus tranquilles que celles qu'on raconte, je pense. Ben, plus maintenant. Maintenant, c'est... Oui, ben là, justement, on sent que votre vie a pris un tournant avec votre flamme canadienne. C'est toujours le cas? Oui. OK. Vous êtes calmé, mais pendant un petit bout, votre vie virtuelle, c'était digne d'un roman harlequin. Il y avait des grandes envolées romanesques sur Facebook au sujet de votre femme-vie, femme-source. Étiez-vous conscient qu'il y a des gens qui se moquaient un peu? Mais t'es complètement égal. Vous en foutiez? Quand on a accès
au sublime. On est juste désolé pour ceux qui ricanent. Bon, moi, je pense que ma blonde m'aurait comme engueulé là, si j'avais fait des... Mais en même temps, c'était vrai, c'est ça? Oui, ben oui. Bon, vous avez le droit. Écoute, je vous reprocherai pas d'être amoureux. Il y a tellement de marde sur Facebook. Allez-y. Ah, Lynn. Mais en quoi cet amour-là est plus vrai qu'avant votre coming out dans le roman vrai? Parce que c'est lié à la nature de cet être humain très à part, qui a un degré de conscience. C'est comme si j'avais rencontré quelqu'un qui vit à peu près tout dans son juste niveau. Ouais. Ce qui est très rare. Puis, les gens sont perdus en général. Ce qui m'a fasciné, c'est que vous n'étiez pas rencontrés. Non, C'était par écrit. Mais vous étiez déjà embarqué par écrit. Ah oui. On se comprend qu'il aurait pu avoir des déceptions à une rencontre réelle après. Non. Non. Ouais. J'ai pas vécu ça, moi. Donc ça peut m'arriver, peut-être? Oui. OK. Personne n'est à l'abri des miracles. Non, c'est vrai. Personne. Mais on vous sent très heureux et très amoureux. Puis ça se teinte, je pense, dans ce roman-là, qui est, je ne le sens pas autobiographique, mais on entend le Alexandre Jardin amoureux transi à travers les pages. Là. Surtout réveillé. Surtout réveillé. Réveillé, c'était délivré de tout ce qui nous limite, nous terrorise. C'est plus facile, la vie, maintenant? Non, elle est plus compliquée. Ouais. C'est pas du tout plus facile, le bonheur. C'est de basculer dans une vie plus courageuse. Ça la complique, hein. Mais le but, c'est d'être juste réveillé. C'est pas dormir sa vie. Ça la complique dans d'autres sphères, mais j'imagine dans cette sphère-là, c'est un peu plus simple. Si tout va bien, tout va bien. Non. Non, OK, parce qu'il faut entretenir ça. Non, ça se fait tout seul. OK. C'est extraordinaire, la grandeur de l'autre. Parce que ça réveille. Je souhaite vraiment à tout le monde ce que j'appelle l'amour dans ce livre et aujourd'hui dans ma vie, c'est un changement de nature. C'est pas un changement de degré dans une émotion. C'est un autre état. Et qui peut se voir en politique, qui peut se voir en enseignant, si on est enseignant. Vous voyez bien que vous n'enseignez pas de la même manière si vous enseignez avec amour. Avec passion, avec amour. Oui. Ouais. Oui, vraiment avec amour. Ouais. Si vous êtes journaliste, si vous écrivez, si vous faites un reportage et que vous le faites dans cette intention profonde, la dimension n'est pas du tout la même. Et vous le voyez dans votre vie quotidienne. Les gens qui sont ils ne sont pas de même nature. Ceux qui sont délivrés. Êtes-vous capable de les identifier? Oui, ça se voit. Ça se voit? Oui. Bien sûr que... mais on le sent tous. Hein. Ouais. Regardez, on a tous eu au cégep, on a tous eu des gens qui ont enseigné avec amour. Oui. Ben, vous vous en souvenez le classique enseignant inspirant. Ouais. Mais vous voyez bien qu'il est venu donner. Oui, c'est vrai qu'on en a tous eu un. On en a tous eu un. Oui. Ouais. Et on l'a repéré. C'est-à-dire qu'on savait bien qu'il n'était pas du tout comme les autres. Instantanément. Oui. Les gamins le savent. Oui. Et en fait, dans toutes les activités humaines, vous savez que lorsque quelqu'un fonctionne dans cette vibration-là, dans cet abandon-là, dans cette absence complète de calcul, d'espérance d'un retour, ça se bouscule pas beaucoup sur la scène mondiale en politique en ce moment. Non, il en manque. Oui. Justement, sur la scène politique, vous êtes retrouvé fin 2024 à la tête d'un mouvement politique de citoyens réunis derrière le hashtag Les Gueux, que vous avez fondé au hasard d'une rencontre dans une boulangerie près de Carcassonne. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la boulangerie de mon village et je tombe sur un type qui était très en colère parce que c'était en janvier de 2024, il y a un an, parce qu'il ne pouvait pas récupérer ses enfants. Il avait divorcé et il ne pouvait pas récupérer ses enfants à partir du lendemain.
Ses enfants étaient à la garde de leur mère, et il avait divorcé, non? Et à partir du lendemain, il ne pouvait pas aller avec sa voiture. Je voyais que... on connaît des gens un peu dans le village qui étaient maçons, et il n'avait pas assez d'argent pour changer de voiture. Et il ne savait pas comment, puisqu'on allait mettre des radars, et il ne pouvait pas payer non plus les tickets. Et visiblement, il récupérait ses enfants chaque week-end. Donc j'avais devant moi pas un très grand gangster, mais un gars qui voulait s'occuper de ses enfants le week-end. Ouais. Et qui était dans l'impossibilité financière, à la campagne, il n'y a pas de train, il n'y a pas de récupérer ses enfants. Et c'est à ce moment-là que je comprends que ça concerne 11 millions de véhicules en France, c'est-à-dire entre 22 et 24 millions de gens, qui n'avaient tout simplement pas les moyens de... Une majorité silencieuse. Oui. Là, En tout cas, il y avait un gros tiers de la population qui au nom de l'écologie, que j'ai toujours servi avec amour, était en réalité viré de la société. Était puni. Ouais. Et il y avait des dingues qui avaient envisagé un mécanisme d'exclusion sociale massif, de rupture d'égalité, de mise en place d'une ségrégation spatiale et territoriale et sociale dans l'indifférence générale. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, l'écologie à l'origine, c'est une tendresse envers le monde. C'est une recherche d'un lien doux. Certainement pas un délire idéologique qui tout à coup devient une violence sociale. Donc ça m'a semblé incroyable de vouloir purifier l'air des riches des villes en virant les pauvres. Ça me paraissait la négation même de la pulsion écologique de base, d'origine. Mais pourtant, vos détracteurs invoquent le progrès, vous reprochent d'être anti-écologistes en militant pour le retour des voitures à essence. Il y a même des parallèles avec les Gilets jaunes qui militaient pour contre la hausse excessive du prix du carburant à la pompe. Avez-vous peur de vous faire ramener dans un courant? C'est ça qui est très difficile lorsque vous essayez de défendre les gens au nom de valeurs républicaines. En France, la République, c'est liberté, égalité. Et fraternité, quand même. Donc, quand tout à coup, vous rappelez les grands principes qui doivent nous permettre d'avancer collectivement, tout à coup, vous êtes caricaturé, on vous traite de populiste, alors que tout simplement, vous ne voulez pas d'exclusion. Et ça a été très violent, parce qu'il y a toute une bourgeoisie française qui au fond, était d'accord pour virer les pauvres. En emballant le truc dans quelque chose de noble, mais à un moment, ça s'appelle de la violence sociale. Et au lieu de laisser le renouvellement naturel du parc, parce qu'on a en France quelque chose qui s'appelle le contrôle technique, qui écarte les véhicules les plus polluants, mais progressivement, au rythme où la société peut le vivre. Et puis ça frappait aussi des vieux, des retraités. Parce que quand on est à la retraite, on ne peut pas faire varier son revenu. Puis on est trop faible à partir d'un certain âge. Et tout à coup, ceux-là, ils étaient virés. En plus, ce qu'on appelle les ZFE en France, c'est les zones qu'on a appelées, nous, les zones de forte exclusion. C'est là où sont les hôpitaux. Donc comment ils faisaient? Oui, ça exacerbe l'isolement aussi. C'est terrible. C'est comme si on les assignait à résidence dans les villages et dans les banlieues. C'est quand même la croisade que je n'aurais pas imaginé que vous alliez porter un jour, quand j'ai commencé à vous lire. Mais moi non plus, ça s'est fait tout seul, parce que personne ne le faisait en France. Et donc, à un moment, j'ai fait un post qui se terminait en disant « Mais on s'en fout, après tout. C'est des gueux. Qui était évidemment ironique. Il est ironique, là, oui. Et le lendemain, il y a eu 1,5 million de gens qui étaient venus voir ça. C'est fou. Et qui avaient fait un hashtag gueux qui résumait le sentiment de mépris, quoi. En fait, c'était toute la culture du mépris technocratique français qui sortait dans une mesure symbolique d'exclusion. Alexandre Jardin, c'est pas assez long, 45 minutes pour discuter avec vous, mais là, je vois que votre attaché me faisait des grands yeux. Vous avez une grosse journée aujourd'hui. Donc, je vais être obligé Écoute, on va être obligé de remettre ça. Un jour, peut-être, mais sinon, qu'est-ce que je souhaite à Alexandre Jardin de 60 ans? Vous êtes un éternel adolescent? Pas du tout. On va lancer en France des campagnes référendaires et on va progressivement emmener notre pays
dans la voie tracée par la Suisse, Vous avez du boulot. qui est une vraie démocratie. On va enclencher un vrai grand réveil démocratique. Et je vais assumer le leadership de ça, pas parce que ça m'emballe, mais parce que personne ne le fait. Donc je vais le faire. Vous allez conserver le chapeau, votre chapeau d'écrivain aussi? Je ne peux pas faire autrement que d'écrire la nuit. Donc, bien sûr que j'écris. Et puis aussi, j'ai des films. Ouais. Mais il y a un virage, il y a un réveil démocratique que je vais assumer. Vous voulez y prendre part? Non, assumer. Assumer. Merci, Alexandre Jardin.